Eh dis donc Youyout. Bonsoir. Avez-vous passé une bonne minute? Moi oui. Excellent. Surtout à la seconde 27, j'ai adoré. Avez-vous déjà entendu parler de ce monument de la culture populaire? Si ce n'est pas le cas, félicitations à vous, vous êtes un sèche-serviette. The Shining met en scène un père de famille alcoolique en convalescence qui est accompagné de sa femme et de son fils Danny. Ils vont ensemble effectuer une mission de gardiennage d'une durée de plusieurs mois dans un gigantesque hôtel perdu au beau milieu des montagnes. L'hôtel Overlook. Ah, le hic, c'est que l'hôtel il est hanté par tout un tas de mauvaises énergies, quoi. Notamment l'esprit d'un homme nommé Grady, this is Grady, qui décapita ses deux filles à la hache. Fille qu'on retrouvera un petit peu comme un fil conducteur tout au long du film, surtout dans cette scène là, dans le couloir là. Horrible. Malsain. Donc tous ces fantômes, cette énergie va révéler un pouvoir détenu par Danny, le petit garçon. Et du coup, le nom du pouvoir, c'est le Shining. Le Shining. Donc une capacité à prédire l'avenir, à ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Tu vois, il y a un truc que tu ressens pas. Eh ben, moi non plus, je le ressens pas. Lui, Danny, il ressent, il connaît. Il a le flair, c'est Danny the Dog. Enfin non, ça c'est un autre film. Pas tout mélanger non plus. D'ailleurs, le Shining se manifeste dès le début du film. Ce pouvoir qui est à l'intérieur du gamin, en train de lui expliquer, attention Danny, faut pas aller à cet hôtel, il va se passer des trucs pas bien. Tony, pourquoi tu veux pas venir à l'hôtel? Je sais pas. Si tu le sais, dis-le-moi, je t'en prie. Il dit à sa mère, ouais non, il va se passer des trucs chelous là-bas, faut pas y aller. Et puis sa mère qui est là, complètement conne, bah comment tu sais ça toi, dis donc? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Parce que c'est vraiment son petit doigt qui lui a dit. Donc tout le long du film, on va observer des phénomènes de plus en plus chelous se produire à plusieurs endroits du château, mais nous allons surtout plonger petit à petit dans la folie noire de Jack Torrance. Le charisme incroyable de Jack Nicholson rend l'expérience encore plus folle. On a vraiment l'impression de sombrer de plus en plus jusqu'au point de non-retour, là où il pète les plombs et où il se met en tête de tuer sa femme et son enfant. Quand crois-tu qu'on devrait le conduire chez un docteur? Aussitôt que possible. Aussitôt que possible. Là encore, je vous résume vraiment grossièrement l'histoire parce que c'est un peu plus complexe que ça, il y a pas mal de paramètres à mettre en compte. Faut savoir aussi que le mec est à la base alcoolique et il est en phase de sevrage. C'est pas le meilleur moment pour flirter avec les fantômes, quoi, dans un hôtel coupé de tout, avec sa femme, qui a l'air un peu insupportable en plus, hein, je tiens à le dire, et son enfant, qui parle avec son doigt. Donc voilà. C'est qu'à résumer, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Je suis surtout ici pour vous poser la fameuse question. Savez-vous que ce film est inspiré de faits réels? Là ça calme le truc tout de suite. Là. Et pas n'importe quel fait réel, car ils proviennent directement du réalisateur de toute cette histoire. Celui qui a écrit cette histoire, The Shining, Monsieur Stephen King. Un copain d'école. Voilà. Dans la cour de récré, on l'appelait Catapulte par rapport à son... Non, je rigole, je connais pas. Bref, Stephen King a logé dans un hôtel très similaire à celui de l'Overlook. Ça se passe en 1974, l'hôtel est beau, il est grand, il est dans les montagnes, il est hanté. Depuis 1911, plusieurs esprits entraient ce lieu, à commencer par une certaine Elizabeth Wilson, une des premières servantes de l'hôtel. On raconte qu'elle s'inviterait toute seule dans le lit de couple, et des couples bien souvent non mariés, pour les punir d'avoir couché ensemble avant le mariage. Et très à cheval sur le règlement, Micheline, là. Et c'est pas tout, car de nombreux pensionnaires auraient aperçu un cow-boy pendu qui les regarderait au bout de leur lit. Encore pire. Un autre, Paul, un homme décédé d'une crise cardiaque à l'hôtel, serait aussi régulièrement entendu dans la salle de concert de l'établissement. Voilà, beaucoup de clients aussi qui se plaignent de contacts inexplicables. Ajoutez à cela des courants d'air qui sont extrêmement froids et qui longent les couloirs. Après, je rappelle quand même qu'on est en haute altitude dans les montagnes, hein, juste pour un petit rappel comme ça, quoi, rapidement. En bref, la réputation est désormais toute faite. L'hôtel Stanley, parce que c'est le nom de l'hôtel, effectivement, je l'ai pas encore mentionné parce que je suis complètement con. L'hôtel Stanley est tenté. Stephen King étant un maître de l'horreur, hein, il a déjà écrit pas mal de romans, de nouvelles horrifiques, décide forcément de venir faire un tour avec sa femme et de vérifier par lui-même, tenter l'expérience. Et dès ses premiers pas dans l'hôtel, il est pas déçu le gars. Dans le grand hall, il y a le bar. Et le barman a une tête de psychopathe. Ce qui va par la suite lui inspirer un personnage, pas celui de Jack Nicholson, hein, le personnage principal, un autre personnage, Grady, le majordome qui a tué sa femme et ses enfants à coups de hache, hein, décapité, rasoir. Faut savoir que quand Stephen et sa femme ont loué l'hôtel, c'était la dernière nuit avant que l'hôtel ferme, et il y avait absolument personne. C'était vraiment les deux seuls clients de l'hôtel. Donc ils étaient pas complètement seuls comme la famille dans le film, parce qu'il y a tout le personnel qui est là, mais
c'est les seuls clients. L'endroit est immense, ça fait tout de suite très très vite quoi. Et ça aussi, ça a grandement inspiré son roman. Donc voilà, ils sont là, ils commencent à monter pour aller à leur chambre, ils savent qu'ils sont seuls, et ça n'empêche pas Stephen de voir à un moment donné, au fond d'un couloir, un gamin courir. Qui va à la réception pour savoir ce que c'est. L'enfant d'un des membres du personnel, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Non, il n'y a pas d'enfant ici, désolé, la direction lui explique bien qu'il n'y a pas d'enfant dans l'hôtel. Donc ce qu'il a vu, c'est impossible. Sauf que lui, il l'a bien vu. Du coup, il s'énerve, il pète les plombs et bute tout le monde. Non, c'est faux. Il bute pas tout le monde, mais il lui dit un truc genre « Ah, j'aurais juré voir un enfant quand même, bordel, merde !» Donc il remonte juste avec sa femme, et se dirigent tous deux dans leur chambre, la chambre numéro 217. Alors dans le film, ils ont mis la chambre 237 parce que c'est une chambre qui n'existe pas, et ils voulaient pas qu'il y ait de problème de réservation, que les gens aient peur de réserver cette chambre parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des monstres dedans, et des femmes toutes nues qui pourrissent dans les peignoirs. Perso, je pense que c'est l'effet inverse, les gens aiment se faire peur, du coup, je pense que pour la plupart des gens, ça aurait été un challenge ou un défi de dormir dans cette pièce. C'est donc dans cette chambre que Stephen King va faire l'un des pires cauchemars de toute sa vie. Donc je le cite, « J'ai rêvé de mon fils de 3 ans courant dans les couloirs regardant par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Il hurlait. Il était poursuivi par une lance à incendie. Je me suis réveillé à 2 doigts de tomber du lit. » C'est marrant parce que c'est un cauchemar effrayant mais drôle en même temps, t'sais. Comme si tu courais dans la maison poursuivi par un grippin, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais lui, il a vu le truc tellement réel et je pense qu'il a fait un lien avec le petit garçon qu'il a vu courir dans le couloir la journée même, et voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là, dans son lit, en sueur et dans l'incapacité totale de se rendormir, qu'il commence à réfléchir, à mûrir le scénario de ce qui va devenir par la suite The Shining. Donc le couple n'a pas constaté d'autres événements paranormaux. Faut savoir qu'ils sont restés qu'une nuit, ils sont repartis dès le lendemain matin. Ils sont pas restés très longtemps dans l'hôtel. Et depuis sa visite, les activités paranormales ne se seraient pas calmées pour autant. Aujourd'hui encore, l'hôtel Stanley a la réputation d'être hanté. J'ai avec moi une petite liste de ce qui s'y passe encore maintenant. Donc un piano qui jouerait régulièrement tout seul, des bruits de pas, des voix qui sont entendues dans les couloirs de l'hôtel. La fameuse chambre 217 dans laquelle Stephen et sa femme ont séjourné verrait régulièrement des phénomènes inexpliqués s'y dérouler. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'une femme de ménage aurait manqué d'y mourir après un incendie. La chambre 407 serait elle aussi hantée par le comte Dumraven, le propriétaire du terrain où est construit l'hôtel. Il y aurait tout le temps une odeur de pipe. Et c'est la chambre 418 qui serait la plus hantée de tout l'hôtel. Des enfants seraient fréquemment vus, un peu comme les petites sœurs jumelles. De nombreux clients ont déclaré avoir senti des mains tirées sur leurs vêtements. Pas hyper agréable. C'est vrai, moi, un truc comme ça donne envie de voir sur place ce qu'il en est, tu vois. Mais après, il faut savoir que je me méfie de plus en plus quand on utilise le paranormal en figure de proue d'un commerce fleurissant, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ils m'ont compris. En tout cas, cette nuit passée au cœur de l'hôtel Stanley a pu donner naissance à un chef-d'œuvre de roman, qui lui donna naissance à un chef-d'œuvre cinématographique. Donc c'est Stanley Kubrick qui réalise le film. Hein, Hôtel Stanley, Stanley Kubrick. Je viens seulement de faire le lien. Alors le film n'a pas su convaincre Stephen King, il n'a pas du tout ressenti au travers du film l'expérience que lui il a voulu transmettre. C'est vachement dommage parce que le film est culte. Quand je dis chef-d'œuvre, je pèse mes mots, vraiment, c'est... Même, il fait partie des films qui ont pas pris une ride, hein. On se laisse prendre par cette ambiance unique, mais plus tard, même la musique, elle a un cachet, et elle donne une identité très singulière à l'œuvre finale, pour faire un truc vraiment exceptionnel, quoi. J'adore ce film. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez vu, je ne vous le conseille pas. Voilà, je pense qu'on a fait rapidement le tour. Voilà, c'est pas... Quand on dit histoire vraie, c'est vraiment une inspiration, un cauchemar, un truc, et c'est quand même marrant, parce que dans le film The Shining, à un moment donné, Jack Nicholson, qui je le redis, porte vraiment le film pratiquement à lui tout seul, quoi. Il offre une prestation complètement démente, c'est le cas de le dire. Mais à un moment donné dans le film, Jack Nicholson fait un cauchemar, pareil, où il est en sueur, il en peut plus, il dit « J'ai fait le plus horrible des cauchemars ». J'ai fait le plus horrible cauchemar qu'on puisse faire. Et du coup, on voit bien Stephen King se réveiller comme ça aussi, plus savoir où il est, où il a fait un cauchemar de fou. Voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Après voilà, il y a eu énormément d'ajouts dans le film, hein, évidemment, comme par exemple, la scène finale, par exemple, se déroule dans un labyrinthe qui n'est absolument pas à l'hôtel Stanley. En tout cas, à l'époque. Parce que le film a tellement eu de succès, qu'ensuite l'hôtel a décidé de fabriquer un labyrinthe, comme dans le film, en face de l'hôtel,
pour la plus grande satisfaction des clients, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve Aussitôt que possible.